Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse pour la petite pause du coup hebdomadaire pour ceux qui suivent la chaîne. Pendant une semaine, je n'ai pas sorti de vidéo, alors on sortait une par jour. Le rythme venait un petit peu trop soutenu, j'avais besoin de faire une petite pause, de prendre du recul sur ce que je faisais, puis de réfléchir un petit peu à réorganiser tout ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur les investissements éthiques, sociaux et solidaires, accompagné d'un nouveau fonds pour cacher un petit peu la tapisserie que j'ai derrière. J'espère que ça fait plaisir de voir ça. On a notre petit Robin des Bois qui est là. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Robin des Bois de la finance. Ici, le but du jeu est d'aller chercher de l'argent sur les marchés financiers, à droite, à gauche, sur les marchés boursiers, et de le réinjecter dans des projets éthiques, sociaux et solidaires, ce que nous allons proposer aujourd'hui en vidéo. C'est parti! On attaque tout de suite sur lita.co avec Velcorex. Donc, qu'est-ce que Velcorex et qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? On a une entreprise dans le textile, on va dire, dans la confection de vêtements. Ils essayent d'être sur un 100% made in France. Donc, la problématique qu'ils ont, c'est qu'il leur manque un petit filon, un petit maillon dans la chaîne. On est autour du tissage. On peut avoir la matière première, la transformer, la tisser, la mettre en forme, confectionner du coup des morceaux de tissu, puis après il faut encore les découper, les assembler, la couture, bref, il y a tout un tas d'étapes pour produire des vêtements, et eux ce qui leur manquait c'était vraiment cette idée de tissage. C'est pour ça qu'ils font une demande de levée de fonds, donc ils recherchent actuellement du coup éventuellement 3 millions d'euros, c'est la somme maximale, mais à minimum 1 million d'euros suffirait pour réaliser du coup leur projet, un petit peu la suite de ce qui va venir. C'est une levée de fonds sous forme d'obligation, c'est-à-dire qu'on va prêter de l'argent à l'entreprise et elle va nous la rendre sous forme d'intérêt. Donc obligation avec remboursement, on dit in fine, en gros pendant 5 ans je prête l'argent et puis elle ne remboursera la somme totale des capitaux qu'à la fin des 5 ans. Si je prête 100 euros, elle ne va pas me rendre 20 euros tous les ans pendant 5 ans, plus ses intérêts, elle remboursera les 100 euros dans 5 ans, donc on percevra des intérêts tous les ans et ça permet d'avoir maximiser du côté de l'investisseur les intérêts et puis du côté de l'entreprise, elle de conserver des fonds un petit peu plus longtemps pour continuer à développer ses projets. Voilà pour la base et puis comme d'habitude on a là sur le site une possibilité de voir un petit peu quels sont les intérêts touchés. Si je mets 100 euros, j'aurai 28 euros brut à terme de l'investissement. Bref, donc j'ai présenté très rapidement Velcorex dans son ensemble. C'est une holding sous, on va dire avec 4 petites entités dessous qui ont chacune une fonction assez précise. On a Velcorex, il est plutôt autour du velours. Okay. On a Filéa Textile autour de la viscose, tissage de chaume autour du tweed, on va parler de laine, un petit peu les cardigans, là, les vêtements un petit peu striés. On a Emmanuel Lang autour de la fibre naturelle qui va travailler plutôt autour du chanvre et du lin. Chacune de ces 4 petites entités du coup font partie de Velcorex et ça permet du coup un petit peu d'ouvrir les possibilités et les différentes personnes, on va dire les différents publics cibles de vente. Ça c'était pour présenter un petit peu plus en profondeur le fonctionnement de l'entreprise. Du coup ils sont dans le Haut-Rhin, à peu près à 75 km. Dans un rayon de 75 km, on retrouve ces 4 entités, ces 4 entreprises, donc avec un objectif d'être au bout d'un certain terme, on va dire, sur une production 100% made in France. Je montre un petit peu en image le site internet, là, since 1828, donc c'est une entreprise qui est là depuis vraiment des années, et puis qui propose tout un tas de services autour des vêtements. On a la problématique à laquelle ils aimeraient faire face, c'est la délocalisation. Toute notre production actuelle de vêtements, elle est forcément sous-traitée à l'étranger. Ce qu'ils aimeraient, c'est de faire tout en France, sachant que aujourd'hui la distribution prend à peu près 2 tiers des marges, et puis le tiers restant va pour la production, la confection. Donc eux, ils aimeraient à terme peut-être être sur 2 tiers production-confection et seulement 1 tiers sur la distribution, voire de renverser ça s'ils arrivent carrément à vendre sur place leurs produits. Ils ont actuellement 3 lieux, donc 3 lieux sur lesquels on a la matière première, la confection et le lieu de vente. Pour éviter du coup les transports, la navigation, c'est pour ça qu'ils aimeraient ajouter cet outil de tissage, parce qu'après on peut faire appel à des
des prestataires de services, une personne extérieure. Donc moi j'ai ma matière première, je mets en place, admettons, mon carré tissu parce que je l'ai tissé, puis je l'envoie à quelqu'un d'autre pour le coudre ou pour le découper. Puis du coup les vêtements font des allers-retours avant même de se retrouver chez le consommateur, et ça c'est quand même dommage. Donc oui, ils aimeraient faire ça de façon centralisée sur un seul et unique lieu, ou au moins dans le Haut-Rhin, avec 75 km à la ronde. Et ce qui pourrait être très intéressant aussi pour cette entreprise-là, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde la production française de lin, eh bien 80% de la production mondiale en fait vient de la France. Donc on a une matière première sur place qu'il faudrait tenter de valoriser sur notre territoire et éviter d'être simplement dans de l'export, et que c'est une sorte de richesse un peu qu'on devrait utiliser sur place. Et puis du coup, pourquoi pas se vêtir ou je sais pas, faire des couvertures pour des lits, ou des canapés, peu importe. Tout type de fibre dans le lin, on pourrait l'utiliser, comme le chanvre ou d'autres fibres végétales. De mon côté, j'ai assisté au live meeting proposé par lita.co pour poser des questions. On pouvait déjà avoir des informations dans un premier temps, évidemment, et poser des questions sur quelles sont nos inquiétudes, qu'est-ce qu'on aimerait savoir. Moi, ma question était par rapport au modèle économique de l'entreprise, comme deux de ces petites filiales, de ces sous-entités, exportent 75 à 80% de leur production. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de mais si on veut produire local, pourquoi est-ce qu'après on exporte tout à l'étranger? Donc, ok, il faut bien que l'entreprise à un moment donné elle ait un gain, des bénéfices pour pouvoir vivre et fonctionner. Mais il n'empêche que si on envoie tout à l'étranger, au niveau émission CO2, c'est pas top. Eh bien, la réponse elle était intéressante quand même. Et puis ils m'ont dit, avant que je donne la réponse, eh bien que dans un prochain live meeting, il parlerait plus en profondeur de l'aspect, on va dire, écologique, environnemental que souhaite développer l'entreprise avec leur centre de recherche, le fait de diminuer les quantités d'eau, de réutiliser parfois les tissus qu'ils confectionnent. Eh bien, c'était que le fait de produire sur place, d'éviter justement ces transports à droite à gauche, d'être sur des matériaux en fibres naturelles, le lin, le chanvre et d'autres choses, eh bien ça nous évitait d'être comme si on envoyait, nous, on passe une commande en Chine, le pétrole il vient des Émirats Arabes Unis pour faire des matériaux, c'est même plus du tissu, on est sur du textile pétroléolé d'une certaine manière, confectionné en Chine, puis après il est renvoyé, je sais pas, au Vietnam pour la découpe, voilà. Et ça navigue de pays en Afrique, en Asie, en Europe, aux États-Unis, tout ça pour qu'on pose à la fin le signe Nike aux États-Unis, qu'on le renvoie en France pour le porter chez nous. C'est quand même plutôt dommage. Donc ça c'était un petit peu l'idée qui était défendue, et du coup je suivrai quand même le prochain live meeting pour en savoir un petit peu plus sur cet aspect environnemental, si ça vaut vraiment le coup. Mais il n'empêche qu'il y a quand même vraiment quelque chose à creuser sur, voilà, on va dire, des vêtements confectionnés et puis utilisés de façon locale. C'est ce qui m'intéresse le plus. Ensuite, on passe sur la plateforme Bluebees avec Boea, je ne sais pas comment est-ce qu'on va l'appeler, donc thé breton plein de caractères. Là, c'est une belle initiative. On a une jeune femme de 33 ans qui quitte son domaine de prédilection, elle était dans la petite enfance, pour créer cette activité, produire du thé, pas que du thé, il y aura aussi du safran dans le Morbihan, dans les terres bretonnes. Donc là, sur Bluebees, je rappelle, c'est pas de l'investissement, c'est du don, je donne, avec la contrepartie de réduction, on va dire, au niveau des impôts, et puis éventuellement, parfois, voilà, ça peut être un sachet de thé ou du safran, voilà. Mais c'est pas un investissement avec une contrepartie financière. Donc sur ce projet-là, j'ai parlé de thé, j'ai parlé de safran, on est sur du bio, c'est quelqu'un qui se lance de façon un petit peu, pas inopinée, mais qui a une formation voilà, depuis 2019-2020. C'est pas quelqu'un qui a bossé là-dedans depuis 20 ans, mais il n'empêche que voilà, elle se donne les moyens de changer les choses, un petit peu comme sur Velcorex, de produire français. Alors c'est pas pour être juste fan et cocorico avec le drapeau, mais d'une certaine manière, pourquoi est-ce qu'on consommerait tous les jours du thé qui vient de l'autre bout du monde? J'avais quelques chiffres, 3% des émissions de CO2 sont dues simplement au transport de marchandises. Il suffirait que demain on produise tout sur place et qu'on arrête de tout faire venir de l'étranger, et bien déjà là on réduirait de façon drastique cette production. À noter que 80% des émissions du transport, il est dû au transport maritime de conteneurs. C'est-à-dire que je fais tout venir en bateau, que ce soit d'Asie ou des États-Unis, pour alimenter la France. Si on évitait un petit peu ça, ces transports maritimes, voire opter pour des transports maritimes, on va dire doux, comme j'ai déjà présenté, des tours ou d'autres projets sur ce type de plateforme-là,
eh bien, on pourrait éventuellement réduire cet impact en émissions de CO2. Et je voulais juste donner un chiffre un petit peu pour compléter un petit peu ce discours. Donc, le site, il donne des chiffres, hein, c'est assez long à lire, je ne vais pas en faire la lecture, mais en gros, si on prend le condensé des chiffres, si on prend le bilan carbone, on va dire médiocre par rapport à très bon, c'est-à-dire que médiocre, on utilise beaucoup de fertilisants, des produits phytosanitaires, du transport pour faire venir le thé jusqu'à notre tasse, qu'on utilise la façon dont on va préparer le thé chez nous, est-ce qu'on utilise l'électricité, du gaz, bref. De façon plutôt médiocre, on a un impact carbone qui est dans la colonne de gauche, qui est plus élevé forcément que si on réfléchit à consommer sur place, à utiliser une façon de chauffer son eau différemment, bref. Eh bien, l'impact carbone, il est significatif, il est assez élevé quand on prend un total pour une tasse, sachant que le théier, la plante, elle, comme c'est une plante qui va, on va dire, enfouir du carbone d'une certaine manière, hein, parce que n'importe quel arbre capte par la photosynthèse et compagnie, enfin je ne vais pas entrer dans les détails, je ne maîtrise pas, mais va pouvoir du coup, dans son tronc d'arbre, dans les branches et ainsi de suite, emmagasiner du CO2 qu'on a dans l'air, nous rejeter de l'oxygène, nous, pour nous faire vivre, tant mieux pour nous. Eh bien, quand on le prend en compte, eh bien, plus on essaye de réduire l'impact carbone du coup de la production du thé et compagnie du transport, eh bien, on pourrait quasiment arriver sur un thé qui a un impact soit faible, voire négatif. Et ça, c'est quelque chose qui serait à réfléchir sur la totalité de notre chaîne de production, d'essayer de réduire à minima, et puis voire même de faire du bien potentiellement. Alors, c'est des chiffres, ça vaut ce que ça vaut. Si tu veux aller lire l'étude, eh bien, on est sur, là, on a en haut à l'écran, la passeportsanté.net. Donc, c'est pas ça qui a fait l'étude, bien sûr, c'est une personne qui a retranscrit les chiffres d'une étude. Donc, chacun doit prendre le temps de le lire et de voir ce que ça propose. Mais il n'empêche que là, on a quelque chose. On a quand même une idée, même si ces chiffres ne sont pas parfaits, on peut les remettre en cause. Entre je ne fais aucun effort, je produis beaucoup et j'en fais un petit peu, je peux arriver soit à quelque chose de quasiment égal, voire même négatif. Et ça devient intéressant. Bref, donc Boïti, donc on est là actuellement, la personne, elle est dans le Morbihan, 2020, juin 2020, elle s'installe sur 4,5 hectares dans le Morbihan, les sols sont asphyxiés, il y a une problématique un petit peu dans l'installation de comment est-ce que ça va fonctionner, donc la personne reprend en main le terrain qui n'était pas forcément bio, très abîmé, le terrain avec l'érosion et compagnie, bref. Elle remet tout ça en norme, elle ajoute du coup des bulbes de safran, donc l'objectif c'est d'avoir 10 000 bulbes pour avoir à peu près 350 grammes de production par année. Ça c'est quelque chose qui va venir dans le temps. Pourquoi le safran? Anti-stress, aphrodisiaque, système de digestion on va dire amélioré, ça stimule, magnésium, vitamine B6. Donc on va dire que c'est plutôt un argument un petit peu santé pour le safran. Et puis le thé, par contre, c'est plutôt une consommation sur place et un petit peu plus raisonnée, même si le safran, vaut mieux le produire en France que le bout du monde. On est un petit peu sur la même idée. Dans le projet, à venir, l'installation de 3 ruches, on aurait du coup la théieraie, si c'est bien comme ça qu'on le prononce, donc le fait de planter des arbres pour produire du thé, ça arrive courant octobre, c'est pour ça qu'elle fait une demande de levée de fonds. À partir du coup, on avait des chiffres un petit peu en bas, je vais aller retrouver ça. Et puis même pour situer le Morbihan, ceux qui ne voyaient pas, donc on est un petit peu sur le sud de la Bretagne. Et les chiffres que je cherche, c'était la levée de fonds, à quoi est-ce qu'elle va servir. Avec 5 000 €, séchoir passif ventilé, machine de roulage, machine de fixation. Donc plutôt des machines avec un faible budget. Et puis plus elle aura d'argent, plus elle pourra planter de plants, jusqu'à 5 000 plants. Donc ça, ce sera du coup dans l'automne, si possible. Et puis éventuellement un petit bâtiment si on atteint les 25 000 €. Donc ce serait une belle somme qu'on pourrait lui donner. Et puis ça permettrait du coup de continuer de confectionner un bon thé local. Et puis voilà quoi. Donc c'est, je trouve, un très beau projet. C'est une personne qui quitte son métier, se reconvertit pour partir dans une autre activité. Donc moi je souhaite plein de courage et puis que tout le monde puisse l'aider financièrement d'une certaine manière pour qu'elle tente de réaliser ses objectifs. Et c'est un objectif du coup commun. Après, intéressant. Allez, dernier projet que je voulais présenter sur Enerfip, Melvan Énergie 1. Donc 1, peut-être qu'il y en aura un deuxième, un troisième, on aura peut-être plusieurs levées de fonds. On a ici une entreprise dans les énergies renouvelables avec un gros projet, donc 7 projets solaires, un projet éolien qui seront mis en place entre en ce moment et après la levée de fonds. Quelque chose qui va arriver au fur et à mesure.
Donc on a une grosse équipe. Si je voulais la présenter, je descends un tout petit peu pour ouvrir porteur de projet. C'est par ici. On a Laurent Albuisson. Donc lui, il était 25 années dans les fibres entrepreneuriales. Il a déjà bossé dans les énergies renouvelables. Voilà, c'est quelqu'un qui est déjà dans le réseau depuis des années. Pierre-Yves Barbier, c'est pareil, formé à l'INSA. Et puis pareil, éolien, solaire, enfin bref. Ces deux personnes-là, elles ont déjà très longtemps bossé en tant qu'entrepreneurs ou salariés dans plusieurs entreprises, plusieurs boîtes. Donc ils ont déjà vu plusieurs secteurs d'activité. Ils ont de la bouteille. Et puis Sébastien Dubois, toujours dans les énergies renouvelables, mais lui, il était expert comptable. Donc il aura plutôt la vision, la direction commerciale, financière et financement. Donc voilà, c'est une équipe qui est plutôt bien composée, bien répartie, et c'est des gens qui ont de la bouteille, ils ne se lancent pas, entre guillemets, comme la personne précédente, dans quelque chose, voilà, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller, et c'est plutôt, je dirais pas un coup de poker, mais voilà, un changement de vie. Là, c'est un très gros projet, la levée de fonds, elle est très importante, hein, on va arriver peut-être à 2 millions à la fin, c'est l'objectif, et puis là, on est déjà à 1 million qui ont été empruntés. Taux d'intérêt fixe de 6% par an pendant 5 ans, c'est un prêt sous forme d'obligation, donc voilà, exactement comme le précédent projet sur lita.co sur Velcorex, ce sont des obligations qui seront convertibles en actions, donc je ne vais pas expliquer, c'est exactement la même chose, et prêt avec un remboursement in fine, donc on aura à la fin nos capitaux. Donc c'est exactement le même type de fonctionnement. Et puis là, donc j'ai dit 7 projets dans l'éolien, non, 7 projets dans le solaire et un projet dans l'éolien. Et puis on peut les voir du coup géographiquement où est-ce qu'ils seront représentés, donc un petit peu partout en France. Actuellement, l'entreprise, elle a déjà d'autres projets, hein, c'est pas ses premiers projets. On a déjà 250 MW qui ont été installés, 10 millions de chiffre d'affaires prévisionnel en 2026. Donc ça, c'est l'objectif qui sera fixé à terme. Donc voilà, elle a besoin un petit peu d'argent pour continuer à développer tout ça. Quelles sont les raisons qui feraient qu'on pourrait investir dans ce type de projet? Eh bien, placer son épargne, tourner vers la transition écologique, ça c'est un petit peu le premier argument qu'on pourrait donner à ce type de projet-là. Et surtout les citoyens associés à ce territoire-là. Aujourd'hui, je suis français, j'aimerais, comme les autres projets que j'ai présentés, que ce soit le thé, que ce soit Velcorex avec le tissu, peut-être espérer produire de l'énergie de façon un petit peu plus locale et pas compter sur soit la centrale nucléaire qui est à 300 km de chez moi, soit des fois complétée par l'énergie produite par l'Allemagne avec son charbon. Donc c'est une question qu'on peut se poser. Essayer d'être un petit peu toujours plus local. Après, attention, et voilà, petit coup de téléphone. Idée toujours plus locale. Pourquoi investir dans ce type de projet-là? Eh bien, d'une certaine manière, pour tracer son épargne, on n'est pas sur l'investissement dans les banques, dans les énergies fossiles, on essaie d'augmenter un petit peu notre mix énergétique, même s'il ne faut pas mettre que des panneaux solaires et des éoliennes partout. Hein, il faut mixer un peu tout ça avec du nucléaire, du charbon. C'est pas moi qui vais répondre à cette question-là, mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut se poser comme question. Associer les citoyens, parce que produire d'une façon à une échelle locale, si chaque citoyen arrivait à être sa micro-source d'énergie, eh bien on pourrait pallier un petit peu à différentes problématiques, et puis on ne serait pas obligé de compter sur nos voisins quand on a des problématiques de pic d'utilisation de la part de tous les Français. Eh bien on est obligé d'appeler l'Allemagne. Allô, tu peux m'envoyer un petit peu d'énergie, c'est produit avec du charbon. Alors on peut se poser la question de si on a vraiment envie de voir ça. Bref, Melvan, comment est-ce que ce sera organisé? Eh bien, Melvan Énergie 1, première levée de fonds, 2 millions d'euros qui seront répartis sous 3 grands projets, Alpha, Artigol et Sisam Bastaro. Et du coup, avec l'organisation un petit peu géographique de tous ces projets, il y a beaucoup plus de détails qui sont donnés en dessous. Donc, qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui reste à faire. Donc, je ne vais pas passer des heures là-dessus. Je te laisse aller du coup les consulter si ça peut te donner un petit peu des sentiments de confiance. Mais n'empêche qu'on a quelque chose de très solide parce qu'on a des projets. Donc, alors il y a des projets qui sont déjà en cours de construction, en cours de développement. Il y en a, c'est les permis de construire sont en train d'être posés. Et puis d'autres qui vont voir le jour et les démarches sont en train de se faire petit à petit avec des autorisations un petit peu préalables qui ont déjà été, résolues. 8 projets sur 4 territoires, voilà, toujours les projets à suivre, on peut les retrouver ici, donc puissance en mégawatts, à Land Artigol on aura 5 mégawatts, donc il y a des zones qui seront plus productrices que d'autres. Voilà, le but du jeu c'est d'essayer de couvrir un parc et puis de produire une énergie locale d'une certaine manière. Voilà pour ce projet. Si tu veux plus d'infos, eh bien n'hésite pas à aller consulter le site internet, aussi de Mel, qu'on peut retrouver là. Là je le mets juste un petit peu en image pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ils se présentent un peu plus en détail, leur métier et compagnie. Et ça peut donner un petit peu confiance avant
d'investir. On peut même les contacter. Alors je ne sais pas si on peut les contacter pour poser des questions sur l'investissement, mais ça c'est possible sur la plateforme Enerfip, de passer un petit coup de fil. Et puis ils sont toujours très présents pour nous répondre, même si on a des problématiques sur l'imposition, des choses comme ça. Ils sont disponibles et à notre écoute. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a apporté des informations pertinentes. J'espère que peut-être que tu connaissais déjà ces plateformes. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que tu connaissais les plateformes? Est-ce que tu as déjà investi dans ce type de projet-là? Sur quel type de projet tu souhaites investir du coup par la suite? Est-ce qu'il y a des projets que tu aimerais que moi aussi je présente en vidéo? Ce sera intéressant de parler un petit peu de tout ça. N'hésite pas à mettre un petit pouce du coup sur la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne pour retrouver d'autres projets. Et puis on se retrouve du coup à partir de maintenant, à minima, je vais me tenir à 3 vidéos par semaine. On essaiera de faire quelque chose comme mardi, jeudi et puis le samedi. Et puis peut-être que ponctuellement je ferai une vidéo supplémentaire si le cœur m'en dit et que l'envie vient ou qu'il y a des informations actualités un petit peu importantes à suivre. Je te souhaite une très bonne journée et on se retrouve du coup jeudi. Ciao!